Le peuple maya était aussi avancé que n'importe quelle autre civilisation antique du monde. Et l'on peut admirer ces glyphes d'écriture maya ancienne, porteurs d'histoires insoupçonnées. Pendant des décennies, un mystérieux livre maya est resté intact dans les réserves d'un musée. Ces pages étaient remplies de symboles indéchiffrables. Les érudits ont abandonné persuadés que le sens était perdu à jamais. Puis l'IA est intervenue. À partir de milliers de numérisations d'images et de modèles de motifs, le système a commencé à décoder chaque symbole ligne par ligne. On y trouve de magnifiques illustrations de personnes, d'animaux et de divinités, mais elles sont complètement entourées de ces symboles. Pendant longtemps, nous n'avons eu aucune idée de leur signification. Ce qui en a émergé, c'est une histoire plus ancienne que la conquête espagnole. Une histoire de dieux, de temps et de guerre que personne ne s'attendait à trouver écrite sur du papier d'écorce. L'étrange voyage du Codex Maya, perdu seuls 4 anciens livres mayas, sont connus pour avoir survécu. Le Codex de Dresde, celui de Madrid, celui de Paris, et celui qui a passé un demi-siècle auréolé de doute, le Codex Maya du Mexique. Les 3 premiers ont reposé en toute sécurité dans les bibliothèques européennes pendant des siècles soigneusement catalogués, restaurés et étudiés. Le 4e n'a pas eu cette chance. L'affaire a éclaté de la manière la plus étrange qui soit, et c'est précisément pour cette raison que tant de gens ont refusé d'y croire. Tout commence dans les années 1960 avec un homme nommé Josué Sáenz, collectionneur à Mexico. Selon des récits rapportés par des chercheurs ultérieurs, 2 hommes l'ont approché affirmant avoir découvert une cache d'artefacts mayas qu'ils lui ont proposé de lui montrer, mais à une seule condition, le secret absolu. Sáenz accepta. Ils le firent monter dans un petit avion et l'emmenèrent vers les collines près de Tortuguero. Il n'avait pas le droit de voir la boussole et ignora donc toujours où ils allaient. Après avoir atterri sur une piste de terre rudimentaire, ils l'emmenèrent un plus profondément dans la campagne, jusqu'à une grotte sèche. À l'intérieur, Sáenz découvrit quelque chose d'incroyable, un livre plié en papier d'écorce de figuier, orné de lignes et de symboles. Autour se trouvaient d'autres objets. Un petit masque en bois, un couteau sacrificiel dont le manche était sculpté en forme de poing fermé et plusieurs feuilles de papier d'écorce vierge. La scène semblait tout droit sortie d'un film. Pourtant, Sáenz croyait ce qu'il voyait. Il acheta le livre, ignorant que cette simple décision allait déclencher l'une des plus longues controverses de l'archéologie moderne. Ces autres objets sont venus s'ajouter au mystère. Des chercheurs ont par la suite confirmé leur existence. Michael Coe, archéologue renommé de Yale, les a décrits en détail lorsqu'il a reconstitué l'histoire. Sáenz a finalement autorisé la publication de son ouvrage. Au printemps 1971, il fut présenté à New York au Grolier Club lors d'une exposition organisée par Michael Coe et intitulée « Le scribe Maya et son monde ». Pour la première fois, le public put consulter les pages du manuscrit. C'est également lors de cette exposition que le manuscrit reçut son surnom, le Codex Grolier. 2 ans plus tard, en 1973, un catalogue détaillé, illustré de photographies d'Enrico Ferrarelli parut. Ces images se diffusèrent parmi les chercheurs du monde entier. Le moment choisi pour cette exposition était « On ne peut plus mal choisi ». Le Mexique et les États-Unis venaient de durcir leur législation sur l'exportation des biens culturels. Aussi, après la fin de l'exposition et une brève période d'études aux États-Unis, l'ouvrage fut restitué au Mexique. Selon les archives de Yale, il y est arrivé en 1977 et a été immédiatement placé en réserve au Musée national d'anthropologie. À partir de ce moment, presque personne ne l'a vu de ses propres yeux. Pendant les 4 décennies suivantes, elle n'a existé que par le biais de photographies et de descriptions indirectes.
Les doutes ont commencé presque aussitôt. La première raison tenait à son origine. Il n'avait pas été découvert par des archéologues lors de fouilles répertoriées. Il provenait de pilleurs et d'un collectionneur privé. Dans le milieu universitaire, c'est un signal d'alarme immédiat. La deuxième raison était son aspect visuel. Les illustrations étaient une simple des figures audacieuses de petits groupes de chiffres et presque aucun texte. Comparé aux pages denses et complexes des codex de Dresde et de Madrid, celui-ci paraissait rudimentaire. Certains experts ont même qualifié les dessins de maladroits. Ils ont également relevé des détails techniques qui les ont rendus suspicieux. Quelques pages présentaient de légers traits rouges sous les figures que certains experts pensaient qu'un artiste maya de l'Antiquité aurait dissimulé. D'autres remarquèrent des bords nets et droits sur les pages, comme si elles avaient été récemment rognées. En 1975 G. Eric Thompson, l'un des mayanistes les plus respectés de son époque, déclara publiquement que le livre était un faux. Pendant des années, la plupart des chercheurs ont rejeté d'emblée le codex. Cela a changé au milieu des années 2000, lorsqu'une nouvelle génération de chercheurs a décidé de le réexaminer. La découverte majeure est venue d'une équipe de 4 personnes. Stephen Houston, de l'Université Brown Michael D. Coe et Mary Miller de Yale, et Carl Taub de l'Université de Californie à Riverside. Ils ont réexaminé chaque critique une à une. À l'aide de tests modernes, ils ont analysé les pigments, les fibres du papier et même les signes de vieillissement. Leur conclusion était sans équivoque. Le codex était authentique et plus ancien que les autres livres mayas connus. En septembre 2016, l'Université Brown a publié ses conclusions suivies quelques mois plus tard par le rapport conjoint de Yale en janvier 2017. Ces publications expliquaient pourquoi les preuves démontraient que le livre ne pouvait pas être un faux. Ils ont découvert que les peintures étaient fabriquées à partir de minéraux naturels utilisés par les anciens Mayas et non de produits chimiques modernes. Le papier d'écorce correspondait à des échantillons préhispaniques connus. Même l'usure et les taches présentaient des caractéristiques typiques des artefacts anciens impossibles à imiter de façon convaincante. Pour de nombreux chercheurs, cela a tout changé. Il restait cependant une dernière étape, le Mexique lui-même devait trancher. Fin août 2018, le ministère de la Culture et l'Institut national d'anthropologie et d'histoire INAH ont rendu leur verdict officiel. Après examen de toutes les preuves, ils ont déclaré le manuscrit authentique. Le codex a été brièvement exposé au Musée national d'anthropologie, mettant ainsi fin à des décennies de débats. Pour comprendre l'importance de ces ouvrages, il faut saisir leur rareté. Presque tous furent détruits lors de la conquête espagnole ou perdus sous l'effet de la chaleur et de l'humidité tropicale. Les quelques exemplaires qui ont survécu le doivent à leur transport en Europe il y a des siècles et à leur conservation dans des chambres climatisées. Maintenant que son authenticité n'est plus remise en question, voyons comment les scientifiques l'ont prouvé sans l'ombre d'un doute. Comment la science a prouvé l'authenticité du Codex Maya? Le Codex Maya du Mexique n'est pas un gros livre lourd. Il ressemble davantage à un petit carnet en écorce d'arbre plié en accordéon. Chaque feuille était découpée dans l'écorce interne d'un figuier. Il s'agissait d'un type de papier appelé amétaille. Pour faciliter la peinture, le fabricant enduisait les deux faces d'un fin enduit blanc. Ce n'est pas le même type d'enduit que celui utilisé dans les 3 célèbres livres mayas conservés en Europe. Ces autres utilisent une base de chaux composée de carbonate de calcium. Celle-ci utilise du gypse composé de sulfate de calcium. Cette unique différence est comme une empreinte digitale. Cela indique un atelier différent, une tradition différente et un approvisionnement en matériaux distincts. Les pages conservées sont suffisamment petites pour tenir dans la main. La plupart mesurent d'environ 12,5 cm de large
et la plus grande pièce conservée mesure environ 19 cm de haut. De fines bordures rouges indiquent que les pages originales étaient légèrement plus hautes avant d'être endommagées. Une fois le codex intact et déplié, il aurait mesuré environ 2,4 mètres de long, soit à peu près la même longueur que le célèbre codex de Dresde conservé en Allemagne. Ces dimensions et cette forme correspondent aux techniques de fabrication de livres préhispaniques. Les plis, l'espacement et les proportions des pages correspondent parfaitement à la fabrication des anciens livres à volets maya. Rien ne laisse penser à une imitation moderne. En laboratoire, les scientifiques ont commencé par la base en plâtre blanc appelée couche de base. Ils ont utilisé des outils non destructifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont ni gratté ni coupé la surface. Ils ont plutôt utilisé de fins faisceaux de lumière et des particules pour déterminer les éléments présents à l'intérieur. L'une de ces méthodes est appelée émission de rayons X induite par particules ou PIX. Une autre méthode est la spectrométrie de rétrodiffusion Rutherford ou RBS. En termes simples, ces deux méthodes consistent à projeter un faisceau de faible intensité sur la surface et à mesurer la lumière réfléchie, ce qui permet d'obtenir une empreinte chimique du matériau. Par la suite, l'intelligence artificielle a été utilisée pour comparer ces empreintes chimiques à d'immenses bases de données numériques, confirmant ainsi que chaque élément correspondait à des matériaux utilisés il y a près de 900 ans. Les analyses du codex ont révélé la présence d'oxygène de calcium et de soufre dans les proportions exactes attendues pour du sulfate de calcium hydraté. On n'y a pas trouvé le carbone qu'on observerait s'il était fabriqué à partir de chaux ou de craie. La peinture elle-même s'est avérée être tout aussi traditionnelle. Le pigment noir provenait de la suie, du noir de carbone, le même que celui que les artistes anciens fabriquaient en brûlant de l'huile ou du bois. Le pigment rouge était de l'hématite, une forme d'oxyde de fer utilisée dans toute la Mésoamérique antique. Et sur une autre page, on découvre un bleu éclatant, le légendaire bleu maya. Il ne s'agit pas simplement d'une couleur, mais d'une combinaison chimique de teinture indigo fusionnée à un minéral argileux, spécifique une formule inventée et jalousement gardée par les anciens Mésoaméricains pendant des siècles. Ce n'est qu'à la fin du 20e siècle que les scientifiques modernes ont redécouvert le procédé de fabrication adéquat. Aucune trace de peinture moderne ni de pigments synthétiques n'a été détecté lors des analyses. Ce seul fait a permis d'écarter l'hypothèse d'une peinture récente. Mais les scientifiques devaient encore déterminer son âge exact. Pour cela, ils ont eu recours à la datation au radiocarbone et plus précisément à la spectrométrie de masse par accélérateur SMA. Cette méthode repose sur la détection du carbone 14, une forme de carbone qui se désintègre lentement avec le temps. En mesurant la quantité restante, les chercheurs peuvent estimer la date de fabrication du matériau organique, en l'occurrence le papier d'écorce. Ce papier composé de fibres végétales vivantes se prête parfaitement à cette méthode. Les échantillons ont été nettoyés selon deux procédures différentes afin d'éliminer toute trace de colle ou de saleté susceptible de perturber l'analyse. Les résultats des deux analyses convergent vers la même période, le début de l'ère post-classique approximativement entre 1021 et 1154. Le Codex Maya du Mexique est ainsi le plus ancien livre lisible connu des Amériques légèrement antérieur au Codex de Dresde. À la publication de ces résultats, les chercheurs les ont comparés à l'ensemble des autres éléments découverts, le plâtre, les pigments naturels, la régularité du travail au pinceau, et tout concorde. La méthode de fabrication du codex témoigne de son usage. Comme les autres livres mayas, il s'agissait d'une longue bande de papier d'écorce, pliée en pages peintes sur une face et vierge au verso. Cette conception en facilitait que la lecture. Un prêtre ou un scribe pouvait déplier quelques panneaux, redresser la bande et suivre les scènes de gauche à droite.
On distingue encore des fissures là où le plâtre a durci et s'est fendu avec le temps. Certaines pages sont encore reliées, tandis que d'autres se sont détachées depuis longtemps. Ces déchirures apparaissent précisément là où un vieux pli aurait fragilisé le tissu et non là où un couteau ou des ciseaux auraient coupé. Les bords des pages apportent d'autres indices. Le codex a subi plusieurs périodes d'humidité et porte des marques de morsures d'insectes qui se sont nourris de ses fibres. Au microscope, les bords apparaissent festonnés et non découpés. Les scientifiques qui ont étudié la surface du livre ont découvert des traces d'humidité à au moins 3 reprises. Ces traces ainsi que les dégâts causés par les insectes et la manipulation brutale par des pilleurs expliquent pourquoi le bas de plusieurs pages est manquant. La qualité du travail au pinceau témoigne d'une grande habileté et non d'une maladresse. 2 types de coups de pinceau sont visibles sur les pages. Des traits épais pour les colonnes de chiffres et les indications de jour des traits fins pour les chiffres et les détails. La main qui les traçait était ferme et assurée. Chaque page témoigne de la même maîtrise propre à un peintre ou un atelier expérimenté. Il ne s'agissait pas d'une copie bâclée destinée à tromper. C'était un véritable ouvrage de référence réalisé par un professionnel compétent. Chaque page suivait une mise en page claire. D'un côté court, une étroite colonne ornée de symboles de jour et de marques de comptage. En haut, des cadres annulaires à barres et points représentent le système numérique Maya. L'ensemble guide l'image principale au centre. Le motif se répète d'une page à l'autre, conférant au livre un rythme facile à suivre. C'est un modèle pratique et efficace conçu pour un usage quotidien. Les couleurs, principalement le noir et le rouge, avec une touche de bleu vif, assurent une bonne lisibilité, même en faible luminosité. La surface lisse du plâtre préservait la netteté des lignes et l'éclat des rouges, même des siècles plus tard. Chaque bordure et chaque cadre guidait le regard du lecteur à travers la séquence. Ce n'était pas une œuvre d'apparat. C'était un outil conçu pour les personnes qui avaient besoin de suivre le temps, les rituels et les cycles de Vénus. Les secrets choquants cachés dans le codex Maya-Vénus se déplacent selon un rythme si précis que les anciens Mayas l'utilisaient comme une horloge. Ils la voyaient apparaître, disparaître et réapparaître toujours à heure fixe. Le Codex Maya du Mexique est construit autour de ce rythme. Il sert de guide de calendrier, reliant le mouvement de Vénus aux événements terrestres. Un cycle complet de Vénus dure 584 jours. Voici comment cela se passe. Pendant environ 90 jours, Vénus se cache derrière le Soleil. Puis elle brille intensément dans le ciel du soir pendant environ 250 jours. Après cela, elle disparaît à nouveau pendant environ 8 jours. Enfin, elle se lève avant l'aube, telle l'étoile du matin, pendant environ 236 jours avant que le cycle ne recommence. Au total, on obtient un cycle complet de 584 jours. Le rythme de Vénus. En observant 5 de ces rythmes, on constate qu'ils correspondent presque parfaitement à 8 années d'un calendrier classique. C'est pourquoi les astronomes mayas pouvaient prédire la position de Vénus longtemps à l'avance. Dans l'ancienne Mésoamérique, Vénus n'était pas perçue comme une simple beauté céleste, mais comme un signe d'avertissement. Lorsqu'elle se levait en étoile du matin, on croyait qu'elle annonçait danger, guerre, maladie, voire la mort. On retrouve cette idée dans des gravures, des peintures murales et les rares livres de cette époque qui nous sont parvenus. L'un d'eux, le Codex de Dresde, en Allemagne, illustre cette même crainte à travers des scènes saisissantes de batailles et de catastrophes coïncidant avec le lever de Vénus. Le Codex Maya du Mexique suit la même logique. Les dessins illustrent les événements, les chiffres indiquent le moment. Pour le lire, il suffit de comprendre 2 choses. La première est le système numérique, barres et pointes. Chaque point représente 1.
et chaque barre représente 5. Ainsi, une barre avec 3 points signifie 8. 2 barres et 3 points signifient 13. Le second élément est la colonne verticale des noms des jours qui s'étend sur un côté de chaque page. Ces noms proviennent du cycle sacré de 260 jours utilisé par les Mayas pour leurs rituels. En haut de chaque page, dans des cadres circulaires, des chiffres indiquent de combien de temps compter dans la colonne latérale. La colonne des jours donne le point de départ. L'anneau supérieur indique le décompte. Et la grande image au centre montre l'acte ou l'événement qui se produit lorsque vous tombez sur ce jour. C'est un système simple, mais efficace. 10 pages peintes subsistant, toutes réalisées de la même manière. Les images sont crues et dramatiques. Dieu captif, armes et sang. Elles marquent les moments où la lumière de Vénus était liée à des actes de guerre et à des rituels. La première page conservée donne le ton un dieu nommé Kawil fait face à un captif ligoté. On peut observer la posture du prisonnier, tête baissée, bras liés. Sur le côté sont inscrits les noms des jours sacrés. Et tout en haut, l'anneau numéroté indique la date. Ensemble, ils marquent le moment précis où cet acte, la prise d'otage, devait avoir lieu. Il n'y a pas d'autre mot. Pas de longues explications. La page suivante s'assombrit. Un dieu de la mort occupe le centre du cadre. L'image à elle seule indique au lecteur que c'est le jour du massacre. La troisième page reprend la même structure. Un captif agenouillé fait face à un autre dieu que les érudits n'ont pas encore formellement identifié. À la quatrième page, Kawil réapparaît avec un autre prisonnier ligoté. Cette répétition est significative. Elle montre que la capture n'était pas un acte isolé, mais un phénomène récurrent. La cinquième page illustre une scène de violence ouverte. Un dieu solaire, armé d'un propulseur, lance un javelot en direction d'un temple. Ce jour-là, un édifice sacré sera attaqué. La sixième page est celle qui a le plus choqué. Une figure squelettique, probablement l'étoile du matin du Mexique central, tient une tête tranchée dans une main et une lame dans l'autre. Un corps gît à ses pieds. C'est la scène la plus choquante du livre. Il s'agit d'un meurtre. La septième page change de ton, mais conserve la même logique. Un dieu se tient près d'un arbre lumineux, parfois appelé l'arbre brillant. Le style des vêtements et les symboles témoignent d'une influence du centre du Mexique. Cette scène représente probablement une cérémonie ou une offrande plutôt qu'un acte de violence. À la page 8, un guerrier oiseau-serpent transperce un temple de sa lance annonçant une attaque imminente. La 9e page présente une autre scène. Un dieu à l'allure de colline vivante, une montagne personnifiée, domine un prisonnier. Cette image est fréquente dans l'art mésoaméricain, où les montagnes étaient considérées comme des êtres divins. La 10e et dernière page montre à nouveau le dieu de la mort, cette fois-ci en train de décocher une fléchette dans l'eau et de toucher une grosse coquille. Maintenant que nous avons exploré le contenu de ce codex, il est temps d'ouvrir les autres. Commençons par le Codex de Dresde en Allemagne. En 1739, un bibliothécaire du nom de Johann Christian Goetz acheta l'ouvrage à Vienne et le transporta à la Bibliothèque royale de Dresde. C'est ainsi qu'il reçut son nom actuel. On ignore comment il voyagea précisément du Yucatan à Vienne. Des auteurs postérieurs ont émis l'hypothèse qu'il aurait pu quitter le Mexique au XVIe siècle et transiter par des collections royales avant d'arriver à Vienne, mais rien ne le prouve. Ce qui est certain, c'est que Dresde en est propriétaire depuis le XVIIIe siècle et le conserve comme l'un de ses plus grands trésors. Le Codex de Dresde se présente physiquement comme une longue bande de papier d'écorce pliée en panneaux. La bibliothèque recense 35 feuilles, peintes recto verso, et 4 feuilles peintes sur une seule face, soit un total de 39. Chaque page mesure un peu plus de 20 cm de haut
et environ 9 cm de large. Dépliée et aplatie, la bande entière mesurerait plus de 3,5 mètres de long. L'œuvre est détaillée et délicate. Des lignes fines, des hiéroglyphes serrés et des cadres rouges précis qui encadrent chaque scène. À l'intérieur de ces cadres se trouve l'image la plus complète que nous ayons de la façon dont les Mayas liaient le ciel à leur vie rituelle. Le Codex de Dresde contient des tables de suivi des planètes des almanachs pour le calendrier des cérémonies et des calendriers simplifiés de l'année. La bibliothèque le décrit comme un mélange de guides rituels de tables astronomiques, de prévisions météorologiques et de cartes divinatoires. Des pages couvertes de représentations de dieux et de signes du jour, chacun placé là pour une raison précise. Ces pages consacrées à Vénus sont mondialement connues, et l'ouvrage contient même des tables d'éclipses et des grilles numériques qui ont permis par la suite aux chercheurs de déchiffrer le calendrier maya. Mais l'exemplaire de Dresde porte les stigmates de la guerre. Lors des bombardements de la ville pendant la Seconde Guerre mondiale, le livre fut entreposé dans une cave inondée. Plusieurs pages ont été trempées et la peinture a disparu. Certaines images n'ont survécu que grâce aux fac-similés imprimés réalisés par des chercheurs au XIXe siècle. Les experts situent le Codex de Dresde à la fin de l'histoire maya durant la période post-classique, entre le début du XIVe siècle et le début du XVIe siècle. La plupart s'accordent à dire qu'il a été fabriqué au Yucatan. On y retrouve le style régional dans les costumes des dieux, la forme des symboles du jour et la manière dont les chiffres sont tracés. Pour les lecteurs modernes, Dresde fait figure de référence. Il s'agit du document de référence montrant à quoi devait ressembler un paravent complet. Passons maintenant à l'ouest en Espagne et ouvrons le Codex de Madrid. Celui-ci a connu une histoire plus mouvementée. Pendant des années, on a cru qu'il s'agissait de deux manuscrits différents, le Codex de Troano et le Codex de Cortesianus. Conservés séparément et catalogués sous des noms différents, ils ont été découverts peu après que les chercheurs se soient rendus compte qu'il s'agissait des deux moitiés d'un même ouvrage. C'est pourquoi les études plus anciennes le désignent encore sous le nom de Tro Cortesianus. Aujourd'hui, il est conservé sous forme d'un codex unique au Musée des Amériques de Madrid, où il est considéré comme la pièce la plus précieuse du musée. Sa redécouverte est bien postérieure à celle de Dresde. Dans les années 1860, les deux moitiés réapparurent en Espagne, leur histoire de propriété étant complexe avant qu'elles ne soient finalement réunies et mise en sécurité dans les réserves d'un musée. De par sa taille, Madrid est le plus imposant du groupe. Il se compose de 56 feuilles de papier d'écorce peinte recto, verso, soit, sainte, 12 pages au total. Chaque page mesure environ 23 cm de haut et près de 13 cm de large. Imaginez dérouler les deux bandes bout à bout. L'une mesure environ 2,4 mètres de long, l'autre plus de 4 mètres. Réunis, ils formeraient une chaîne de plus de 6 mètres, presque 2 fois la longueur de Dresde. On le décrit comme un guide pratique pour prêtre un épais recueil d'almanachs, associant chaque jour aux actes qu'il convient d'accomplir. Une page peut par exemple lier des noms de jours à des rituels de sculpture ou de peinture. D'autres encore décrivent comment se préparer à la pluie, chasser, semer ou prendre soin des abeilles. D'autres enfin traitent de la guérison des maladies, de l'invocation du vent ou de la bénédiction des outils avant le travail. On trouve aussi des tables du ciel, mais bien moins nombreuses qu'à Dresde. Si le manuscrit de Dresde se lit comme un cahier de laboratoire d'astronomie, celui de Madrid évoque un agenda bien rempli. Le musée explique que l'original est trop fragile pour être exposé. Les visiteurs peuvent donc admirer une reproduction parfaite. Quelques pages présentent même des raccommodages, là où les propriétaires successifs
ont réparé des déchirures avec du papier différent, les datations situent le Codex de Madrid dans la même période que celui de Dresde. Datant de la période post-classique antérieure à l'arrivée des Espagnols, il est généralement estimé entre le milieu du 14e siècle et le milieu du 15e siècle. À présent, direction la France pour découvrir le plus petit et le plus abîmé de tous, le Codex de Paris. Elle est aujourd'hui conservée à la Bibliothèque nationale de France. La bande mesure environ 140 cm de long et un peu plus de 23 cm de haut. Elle est pliée en 11 feuilles, peintes recto verso, 22 pages au total. Les bords sont rongés et le plâtre s'est écaillé par endroits, surtout près des marges. Le reliure est plus net au centre de chaque page. Là où les dessins conservent encore leur couleur, les dommages les rendent parmi les plus difficiles à déchiffrer, mais il en reste suffisamment pour en révéler la structure et le sujet. L'histoire du Codex de Paris semble tout droit sortie d'un film. En 1859, l'érudit français Léon de Rosny travaillait à la Bibliothèque impériale de Paris lorsqu'il remarqua un manuscrit plié, glissé dans un panier de vieux papier près d'une cheminée. C'est là qu'il l'a trouvé. La note qui l'accompagnait le rattachait à la collection de Juan Pío Pérez, un érudit du Yucatan. Quant au contenu, le Codex de Paris diffère de ceux de Dresde et de Madrid. Il ne s'agit pas de courts almanachs, ni de tables astronomiques complexes. L'ouvrage retrace plutôt de longues périodes, les cycles mayas de 20 ans, appelés Kayatuns. Chaque Kayatun y est accompagné d'une date d'une divinité tutélaire et de notes sur les cérémonies ou événements de cette époque. Au verso de la bande dessinée figurent d'autres séquences. L'une est consacrée au dieu de la pluie, une autre présente des prévisions pour les récoltes et la météo, et une troisième marque le début de l'année solaire sur un cycle de 52 ans. Les deux dernières pages présentent 13 animaux, disposés comme un signe du zodiaque jaguar, cerf, serpent, oiseau, et d'autres encore. Un tracé symbolique représentant la course du soleil. Les érudits débattent encore de son interprétation. Les experts estiment que le Codex de Paris a été réalisé à la fin de la période post-classique, probablement entre 1400 et 1450. Certaines études suggèrent bien qu'il pourrait être encore plus ancien, peut-être copié vers 1185. Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant les vidéos qui apparaissent à l'écran pour d'autres histoires incroyables.